Alors, à un an des présidentielles, le temps presse. On est bien d'accord. Donc les Français n'en peuvent plus de voir partir la France à la dérive. Et ils sont impatients d'entendre enfin des messages nouveaux. À situation d'exception, des approches radicalement nouvelles, par des méthodes et des personnes nouvelles. Quitte à décevoir certains d'entre vous, on ne va malheureusement pas parler ce soir de l'âge de la retraite, du travail du dimanche, ou de choses de fond nous allons parler. Nous allons parler des devoirs du citoyen, nous allons parler de la souveraineté de la France, par exemple. Alors, vous comprenez déjà pourquoi il y a cette conférence ce soir. Pour commencer par se poser les vraies questions, entendre des réponses nouvelles, concrètes, et permettre à chacun, finalement, de se préparer à une mobilisation utile en pesant de tout notre poids sur des pistes nouvelles d'espoir. Alors, Jérôme va détailler davantage pourquoi cette conférence aujourd'hui. Oui, donc le micro marche, je pense, hein, oui, ça marche. Ok. Donc on parlait des vraies questions que les Français se posent aujourd'hui et que nous nous posons ensemble. Ces vraies questions peut-être sont, premièrement, quelle est la souveraineté aujourd'hui du pays? Est-ce que la France maîtrise encore son destin? Puisqu'on parle dans l'espace Schengen, on voit depuis des années que finalement on peut rentrer sur le territoire français comme on veut et en sortir aussi. Donc on n'a plus le contrôle territorial. On a vu aussi, il n'y a pas longtemps, des personnes forcer l'espace Schengen en provenance du Sud. Donc on peut dire que c'est un bien ou un mal. Enfin, en réalité, ils ont quand même forcé cet espace. Et on a critiqué des pays qui voulaient effectivement faire respecter la frontière de l'espace Schengen, ce qui est quand même bizarre pour des pays qui étaient responsables de leur vis-à-vis du reste de l'Europe, de l'espace Schengen. Donc on n'a plus de souveraineté territoriale. Il n'y a plus de souveraineté budgétaire de l'État français, puisque le budget français est soumis à approbation de Bruxelles et un certain nombre d'autres organismes. Donc on n'a plus la maîtrise de notre budget d'une façon générale. On ne peut plus faire le déficit qui serait nécessaire dans certains cas de figure. En cas de crise grave, il faut effectivement donc relancer l'économie peut-être en ayant du déficit budgétaire. On ne peut plus le faire aujourd'hui, c'est un problème. On n'a plus de souveraineté monétaire depuis que l'euro a été donc décidé en 1992. Tous les pays qui partagent l'euro n'ont plus la maîtrise de cette monnaie. On ne peut plus agir sur la valeur de la monnaie par rapport aux autres monnaies du monde, le dollar, le yen, le yuan. Donc on a un taux de change qui est celui du marché. Alors soit il convient, soit il ne convient pas. Il semblerait que, en ce qui concerne la France, depuis pas mal d'années, ça ne convient pas beaucoup. Donc plus de souveraineté monétaire et on a des réglementations et des lois qui nous sont effectivement imposées depuis l'extérieur du pays, Bruxelles et éventuellement l'OMC en ce qui concerne le commerce. Et maintenant, on n'a plus de souveraineté non plus militaire puisque M. Sarkozy a voulu que la France réintègre le commandement militaire de l'OTAN et M. Hollande lui emboîte le pas pour continuer cet engagement à l'intérieur de l'OTAN. Donc plus de souveraineté non plus militaire. En ce qui concerne la société, donc les repères familiaux qui ont fondé la société, le mariage, ont été fortement mis à mal ces derniers temps. On parle maintenant de GPA, de PMA, donc où est-ce qu'on va, on ne sait pas très bien. La jeunesse du pays est en déshérence, des problèmes à la fois pour trouver un travail, même ceux qui ont des diplômes, des problèmes pour effectivement vis-à-vis de la drogue, vis-à-vis même du djihadisme. On habite maintenant une ville de Nice qui est le deuxième pourvoyeur de jeunes djihadistes en Syrie, c'est quand même assez incroyable. Suite à ça, effectivement, on a en fait, la séparation de l'Église et de l'État, qui doit être la règle, n'est pas véritablement respectée dans pas mal de cas. Et finalement, on a une certaine aveuglement idéologique des gouvernements, des partis politiques vis-à-vis du politiquement correct, de la bien-pensance que l'on vit depuis maintenant des années et si ce n'est des décennies. Donc ça, c'est des questions importantes et on espère effectivement que le débat de ce soir permettra d'aborder des réponses et d'avoir des questions venant de la salle qui vont permettre d'éclaircir effectivement le débat. Donc je repasse la parole à Pierre qui va présenter les présentateurs, les débatteurs. Bien, à ces questions
importantes, des questions de fond. C'est pas par hasard que nous avons demandé à... Vous m'entendez là? À côté de moi, à François Billot de Lochner, que j'avais déjà précédemment rencontré et écouté à Paris avec intérêt. Il était alors à l'époque avec le général de Guétozin, du reste. Dirigeant d'entreprise et président du collectif d'association France Audace, aussi fondateur de la Fondation de service public, un engagement citoyen très fort en France avec une mobilisation de beaucoup d'adhérents, auteur d'ouvrages comme La France ne doit pas mourir, et son dernier ouvrage, Le Manifeste de la dernière chance, qui dit tout finalement. Elisabeth Lazar, qui est ici, je suis heureux qu'elle soit parmi nous, parce que d'abord iranienne, chef d'entreprise, elle apporte parmi nous un regard neuf en ce sens avec un prisme différent. En ayant vécu jusqu'à 18 ans en Iran, se faisant sa deuxième patrie qu'elle adore avec la France, et voyant comment il y a des dérives dans ce pays. Elle en parlera en réagissant tout à l'heure. Elle a déjà réagi avec un livre qu'elle a écrit, Pas de voile pour Marianne. Voilà. Et je pense que son prisme différent n'est pas sans rappeler parfois celui que, sûrement, la plupart d'entre vous peut-être ont entendu parler de l'écrivain algérien Boualem Sansal, auteur de 2084, qui est sur ce que devient une société théocratique qui part avec des idées dogmatiques. Bien. Alors, je vais désormais repasser pour l'organisation et la mécanique. Jérôme, je repasse la parole. Voilà, donc c'est très simple. Nous allons avoir donc une présentation de 45 minutes par M. Billot de Lochner et Mme Lazar. Suite à quoi nous aurons donc un débat basé sur des questions que vous aurez écrites préalablement sur les petits bulletins que vous avez reçus en rentrant dans la salle et qui seront ensuite donc affichés à l'écran, et on répondra donc à ces questions les unes après les autres avec l'intervention des débatteurs. Donc voilà, on commence par une présentation de 45 minutes environ. Et je ne sais pas s'il est prévu, M. Billot de Lochner commence peut-être, c'est ça? Absolument. Voilà, donc je passe la parole à M. Billot. M'entendez-vous? Bien. Messieurs les présidents, un très grand merci de m'accueillir. Je vous félicite également pour votre association Engagement Citoyen pour la France, car beaucoup de choses se créent qui sont des cercles de réflexion, des cercles de débat, mais nous sommes en guerre, la réflexion et le débat c'était hier, aujourd'hui c'est l'engagement qui prime, et donc je trouve que vous êtes dans le sens de l'histoire et je vous en félicite. Et puis je vous remercie évidemment tous d'être là. Vous auriez pu préférer un programme de télévision du style Plus belle la vie, ça aurait été sûrement passionnant. Mais pour la France, ça aurait sûrement été très négatif. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence et je salue le plus jeune de la salle qui s'intéresse à la politique. Donc, c'est sûrement une étoile filante de la vie politique future. Alors, en préambule, je voudrais simplement dire que 2017, et ça a été très bien souligné par Pierre Janson, 2017 va être une date extrêmement importante parce que la France va très mal. Et je m'octroie, j'espère que vous en serez d'accord, une vraie liberté de pensée et une vraie liberté d'expression ce soir. Donc, ça veut dire que cette liberté que je m'octroie autoritairement, qui a pour but d'essayer de rechercher avec vous la vérité, va peut-être vous choquer par moments en disant bah là franchement il charrie, qu'est-ce que c'est que ça, pour qui se prend-il? Donc je vous demande beaucoup d'indulgence, je vous demande pardon d'avance si je vous choque, le débat sera très libre et donc je m'exprime très librement, c'est ma façon de faire, nous sommes en guerre, donc si vraiment je vous déçois par une liberté trop grande, d'avance je vous en demande pardon. Alors, je voudrais rapidement évoquer avec vous 4 points qui sont 4 points qui me semblent importants pour, j'allais dire, pour poser le débat de ce soir. Le premier point, c'est sur quel fondement
s'est bâtie la situation que nous vivons aujourd'hui. Et ça me semble important de faire un rapide survol de ces fondements pour voir d'ailleurs tout à l'heure si nous sommes d'accord ou pas sur ces fondements. Le deuxième point, c'est quels ont été les moyens utilisés, notamment par nos dirigeants, pour arriver à la situation actuelle. Donc un rapide survol des moyens. Le troisième point, c'est finalement quelle est la situation actuelle. Ces fondements et ces moyens nous ont permis, entre guillemets, d'arriver où? À quel résultat? Et puis le quatrième point, qui est évidemment le cœur du débat, c'est que faire pour 2017. Mais il me semblait important, avant d'arriver sur le que faire, de poser une espèce de toile de fond sur lequel vous n'avez absolument pas l'obligation d'être d'accord avec moi. Alors, sur quel fondement a-t-on bâti la situation actuelle? Alors, je voudrais faire un petit parallèle, alors ça va vous paraître surprenant, et vous allez vous dire, ben voilà, ça y est, encore un intellectuel qui dit n'importe quoi, nous, ça ne nous intéresse pas, mais pardonnez-moi, ça me semble important. La situation actuelle, en fait, est une prolongation de la situation de la Révolution française. Et c'est très important de le savoir et de se le dire tous les jours. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Vincent Peillon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a dit « La Révolution française n'est pas finie, il faut terminer le boulot. Il faut qu'une bonne fois pour toutes, la Révolution arrive à son aboutissement. » Et quand vous lisez ce que disaient ou ce qu'écrivaient des gens comme l'abbé Sieyès, Condorcet, Mirabeau, sur la base d'ailleurs des écrits de cet excellent Rousseau, on s'aperçoit qu'effectivement la continuité est tout à fait extraordinaire, et de l'abbé Sieyès à Peillon, il n'y a pas l'ombre d'un écart entre leurs deux thèses. Et ça vaut en gros pour tous les constituants de 1789. Donc, je vais simplement faire quelques parallèles rapides sur ces points, cette espèce de prolongation de la Révolution. Alors, en fait, la Révolution, qu'a-t-elle voulu faire? Elle a voulu faire 4 choses essentiellement. Alors, on pourrait dire 5, 6, 7, j'en ai trouvé 4 importantes. Premièrement, abattre complètement le système actuel. Alors, au moment de la Révolution, c'était la monarchie. Il fallait faire table rase d'une monarchie qui avait quand même, grosso modo, 13 siècles derrière elle. Eh bien, aujourd'hui, depuis notamment un demi-siècle avec une accélération de l'histoire, il faut abattre intégralement le système actuel, qui est le système national. Donc, en fait, on est sur la même logique de la table rase. On occulte le passé, on crée un système intégralement nouveau, et qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du monde. Abattre la monarchie, ça ne s'était jamais vu, ça a été une nouveauté. Abattre les nations, les frontières, c'est une nouveauté, ça n'a été jamais vu jusqu'ici. Le deuxième point, c'est créer un homme entièrement nouveau. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, ça fait froid dans le dos quand on lit ce que disaient les constituants. Je ne parle pas des enragés de 93, du type Robespierre, Danton et autres Brissot. Je parle des bons constituants, des sympathiques constituants comme vous et moi qui disaient simplement il faut créer un homme nouveau, il faut régénérer l'homme. Le mot régénérer, personnellement, me fait à lui seul froid dans le dos. Donc, il fallait à l'époque créer le citoyen patriote ou le patriote citoyen. Donc ça n'était plus le français monarchique, c'était le patriote citoyen. Et aujourd'hui, il faut régénérer le petit français moyen que nous sommes tous. Il faut créer le citoyen du monde. On est exactement dans la même logique, le citoyen du monde, sans culture, sans frontières, sans histoire, un espèce d'individu hors sol. Donc, ce deuxième point est important. Le troisième point de la Révolution française, c'est faire le bonheur des gens malgré eux, faire le bonheur de l'homme malgré lui. Alors ça, dès les constituants, c'était clairement expliqué. L'homme, on allait le remodeler, et on allait faire son bonheur malgré lui. Alors, 2 choses à l'époque pour faire le bonheur de l'homme malgré lui, évidemment, surtout pas de démocratie, ben non, parce que si on donne le pouvoir au peuple, on ne va pas changer l'homme. Et deuxièmement, élimination des opposants. Sur l'absence de démocratie, contrairement à l'histoire officielle, il n'y a jamais eu de démocratie dans le processus révolutionnaire. Je vous rappelle que la Convention, qui a été élue par quelques grands électeurs, a été élue par des grands électeurs dont 90% se sont abstenus. L'Assemblée conventionnelle a été élue par quelques Français qui ont déclenché la terreur.
Ce n'est pas du tout la démocratie. Et l'élimination des opposants, elle a commencé dès 1789, en coupant les têtes gaillardement, car ce n'est pas du tout en 93 qu'on a commencé à couper les têtes. Ça a été en 89. Il y a eu des massacres épouvantables en 89, souvent cachés par l'histoire officielle. Eh bien aujourd'hui, on est dans ce processus. Surtout pas de démocratie. Parlez aujourd'hui à la classe politique du référendum. Vous allez voir la réaction. Le référendum, sûrement pas. Donner la parole au peuple. Mais le peuple est crétin, enfin il n'en est pas question. Alors, ce malheureux Chirac, en ayant sans doute bu un peu trop de vin rouge, avait décrété le référendum de 2005. Évidemment, le peuple a voté comme il pensait qu'il devait voter, c'est-à-dire que le référendum a été perdu pour Chirac, ça n'a pas été long, le système a repris la main et le traité de Lisbonne, refusé par le peuple, a été accepté par le Parlement 3 ans plus tard, en fin juillet 2008. Parce qu'en fin juillet 2008, à Nice, tout le monde est à la plage. Personne ne s'occupe de ce qui se passe avec la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles. Tout le monde s'en moque. Donc, pas de parole au peuple. Et puis le 4e point, c'est l'exportation au monde entier d'un système paradisiaque. Parce qu'évidemment, nous sommes toujours les meilleurs, nous sommes extraordinaires, nous sommes exceptionnels. Donc, en 93, la France a déclaré la guerre à toute l'Europe. Eh bien, maintenant, depuis un demi-siècle, on va exporter le système de l'abolition des nations au monde entier. La seule chose, c'est que le monde entier rigole. Il n'y a que les Européens, et les Français en particulier, qui pensent qu'on peut projeter ce système dans le monde. Personne, aujourd'hui, dans le monde, n'accepte le système de l'abolition des frontières. Voilà, c'était donc la base, si vous voulez, du système. Alors, je voudrais maintenant, ma deuxième observation, rapidement, quels ont été les moyens utilisés, parce que vous allez me dire, bon, tout ça est bien gentil, mais on n'est pas complètement idiot, on fait partie d'un grand pays, on peut quand même donner notre voix, on peut agir, on peut... Oui, mais le système a été terriblement verrouillé par 3 armes qui sont des armes exceptionnellement intelligentes. Et moi, je veux dire, j'admire énormément la classe politique, la classe médiatique, d'avoir utilisé avec beaucoup d'intelligence ces armes. La première arme, c'est le mensonge permanent. Nous sommes dans un mensonge permanent, systématique et sur tous les sujets. Et quand on regarde en détail, c'est un peu mon job, donc j'en suis désolé, mais bon voilà, c'est mon job, donc j'y passe souvent des nuits entières, mais c'est impressionnant. Je vais simplement donner 2 exemples. Le chômage. Depuis 15-20 ans, on vous dit chaque année, et d'ailleurs souvent au moment du printemps, le chômage va diminuer l'année prochaine. Et moi, à chaque fois qu'un homme politique dit ça, je fais un papier, quelque chose, en disant, mensonge, le chômage va augmenter l'année prochaine. Parce que je sais, depuis 15-20 ans, que le chômage va augmenter systématiquement l'année suivante, car le système politico, médiatico et tout ce que vous voulez, ne peut que générer un chômage croissant. Donc le chômage va augmenter, j'en suis désolé, en 2017. Et tous ceux qui disent le contraire se trompent. C'est mécanique, c'est obligatoire. Le deuxième exemple, alors qui est encore plus incroyable, c'est la construction européenne. Jean Monnet, père de l'Europe, a fait du mensonge une arme officielle. Car Jean Monnet lui-même a dit, dans les années 50, le peuple est trop crétin pour comprendre ce que nous voulons faire, donc nous allons mentir au peuple, nous ne le consulterons jamais, et nous lui dirons des gros mensonges, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Jean Monnet, dans les années 50, voulait un gouvernement mondial, tout à fait clair, et on lui expliquait simplement que si on faisait la communauté européenne de charbon et d'acier en 51, c'était parce que c'était très, très utile pour les exportations françaises. Et puis quand on a fait la communauté économique européenne, c'était très, très utile parce que ça permettait... Et puis voilà, et on est arrivé aujourd'hui dans une épouvantable impasse parce qu'une construction, j'arrête là, hein, on pourrait prendre toutes les étapes, une construction bâtie sur le mensonge ne peut pas marcher. Et la construction européenne a été bâtie sur un mensonge revendiqué par ses promoteurs. Il suffit de lire ce qu'ils ont écrit. La troisième et dernière arme, c'est le mépris total pour les opposants. Regardez le mépris dans lequel les opposants sont cantonnés depuis un demi-siècle. Regardez, je parlais tout à l'heure du référendum de 2005. Le référendum de 2005 est un exemple.
regardez, alors on n'a pas le temps de le faire, vous n'aurez pas le temps de le faire et pas le courage, ce que je comprends, mais ce qui était dit en 2004-2005 sur les gens qui s'opposaient donc à ce fameux référendum sur le traité de Lisbonne était considéré comme des moins que rien. Ils étaient en dehors du système, c'était vraiment des gens infréquentables. Et le référendum de 2005, c'est incroyable que les Français aient voté contre avec un pilonnage des opposants aussi violent. Voilà. Donc un mépris pour les opposants. On l'a vu avec les manifestations géantes pour la loi Taubira. Bon, il suffit de regarder ce que disaient les médias, quelques dizaines de milliers de manifestants. Il y en avait 1,4 million, mais ça n'était pas très grave. Et puis, vraiment des manifestations très violentes qui se terminaient par 200-300 arrestations dans les sinistres geôles de la République, et il n'y avait pas une tasse de café cassée. C'était des manifestations totalement pacifiques, familiales. Donc, un mensonge complet. Et puis, regardez un autre exemple, sur l'euro aujourd'hui. Bon, je suis désolé, mais il y a quand même 7 prix Nobel qui régulièrement disent l'euro est une catastrophe pour l'Europe. C'est une catastrophe pour l'Europe. Bon, ils le disent, 7 prix Nobel d'économie. Il y a un garçon qui s'appelle Jacques Sapir, que vous connaissez sûrement de nom, qui est un europhobe invétéré. Lui pense que l'euro est une véritable catastrophe. C'est un économiste reconnu, il a écrit 10-20 bouquins, j'en sais rien. Alors, le problème, c'est que dès qu'on est contre l'euro, on est classé facho extrême droite. Le problème de Jacques Sapir, c'est que c'est un garçon de gauche, et très à gauche. Alors, que dit le système politico-médiatique? Jacques Sapir, c'est un homme de gauche, donc c'est un homme bien, mais il flirte avec l'extrême droite, et ça, c'est pas bien. Et donc, on ostracise par un flirt. À ma connaissance, il n'a jamais flirté, je connais Jacques Sapir, il n'a jamais flirté avec le Front National. Au contraire, c'est un pourfendeur systématique du Front National. Mais sur un sujet comme l'euro, il faut l'ostraciser. Tant pis pour Jacques Sapir. Et donc, on est là dans le mépris le plus complet. C'était donc ma deuxième observation. Alors, ma troisième observation, et j'irai très vite pour arriver à la quatrième observation, quelle mesure peut-on prendre, comment peut-on envisager 2017 ? Quel est le résultat de tout ça? Des fondements sur lesquels ont été bâties toutes les situations que nous vivons actuellement, et puis les armes utilisées. Il est évident, et c'est presque mécanique, que ça ne peut être qu'une catastrophe. Parce qu'on n'a jamais construit quelque chose de très positif sur des armes aussi catastrophiques que le mensonge, la violence et le mépris, et sur des fondements qui sont aussi catastrophiques que les fondements que je décrivais tout à l'heure. Donc la situation, elle est franchement catastrophique. Sur le plan politique, je prendrai simplement quelques exemples. Rejet complet de la classe politique. 80% des Français, de façon répétitive dans tous les sondages récents, disent le plus grand mal de leur classe politique. Ça n'est pas moi, c'est 80% des Français. Aucun grand sujet n'est traité aujourd'hui. Rien. Rien. Vous cherchez un traitement sérieux d'un grand sujet, vous ne le trouverez pas. C'est impossible. Alors vous allez me dire, il y a une exception, c'est la loi Khomri. Peut-être. Peut-être que c'est un grand sujet, la refonte du droit du travail. Je pense d'ailleurs que c'est un grand sujet. Quand on voit la façon dont tout ça se passe, on voit qu'en tous les cas, le sujet n'est pas très bien traité. Mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Et puis, on peut se dire que sur le plan politique, on arrive à une sorte de dictature larvée. Parce que, je suis désolé, mais quand les 2 derniers sondages sur Schengen disent que 82% des Français veulent la suspension immédiate des accords de Schengen, et quand la classe politique n'ouvre même pas le dossier, moi j'appelle ça une forme de dictature larvée. Parce que je suis désolé, la classe politique est payée par nos impôts, elle est là pour faire ce que souhaitent les Français. C'est quand même une règle de base de la démocratie. Et là, la classe politique se moque éperdument, et on en reparlera tout à l'heure sur des mesures essentielles, de ce que pensent les Français. Situation économique, eh bien, c'est une véritable débâcle. La dette qui continue de s'accroître chaque année de 50 à 100 milliards d'euros. On est aujourd'hui à 2100 milliards d'euros. Mais pourquoi pas 3000? Pourquoi pas 2500 milliards d'euros? Pourquoi pas 4000 milliards d'euros? Tout le monde s'en moque éperdument parce que ce n'est pas le sujet. C'est simplement une folie complète, mais ce n'est pas le sujet. Le jour où la folie va nous exploser à la figure, on ne rigolera plus du tout. Regardez la croissance.
La croissance, ça fait 15 ans qu'elle est beaucoup trop faible, et l'année prochaine, je vous garantis qu'elle sera extrêmement faible et que le chômage, du coup, augmentera. C'est obligatoire. Mais on va vous expliquer que la croissance va redémarrer parce que ceci ou cela. Pur mensonge, la croissance est catastrophique en France depuis des années. Nous avons un chômage qui n'est pas du tout de 10%, il est de 22% si on prend toutes les... Parce qu'on ne prend que les lettres qui vont bien, c'est-à-dire A et B, mais moi je vais à A, B, C, D, et à ce moment-là, on est à peu près à 22% de chômage, une paille. On s'approche du quart de la population qui est peu ou prou au chômage. Parce que je suis désolé, mais le chômeur, c'est celui qui ne trouve pas de job, c'est celui qui trouve un job à temps partiel, alors qu'il veut travailler et qu'il a besoin de travailler à temps complet, c'est celui qui est complètement sorti du système et qui ne va plus nulle part, et qui fait partie évidemment des chômeurs, etc. etc. C'est l'OCDE qui le dit lui-même, on est autour de 22%, une paille. Et puis le système financier, je m'arrêterai là, on dit les banques françaises sont solides, ah bon? Les banques françaises sont bourrées de titres de dette publique, or les dettes publiques sont irremboursables. Les banques françaises sont vraiment solides. Le jour où il y a une panique sur les dettes publiques, toutes les banques françaises sautent, sans exception. Je pense que le système sera suffisamment intelligent pour faire perdurer jusqu'à je ne sais quand. Sur le plan social, c'est une véritable catastrophe. On est maintenant dans un communautarisme exacerbé, les riches contre les pauvres, les agriculteurs contre les citadins, les retraités contre les actifs, les immigrés contre les Français de souche. C'est une véritable catastrophe sur le plan véritablement de la cohésion. On est dans une fracture sociale qui est tellement évidente que la question ne se pose même plus. Et on n'en parle jamais, on n'en parle plus, parce que finalement ça n'intéresse plus personne. Le seuil de pauvreté aujourd'hui, défini par les organismes internationaux, il touche 20% de la population française aujourd'hui. Moi d'ailleurs je pense que c'est plus. Mais disons, gardons le chiffre officiel. 20% de la population française est sous le seuil de pauvreté. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de France, en tous les cas du dernier demi-siècle. Donc, on voit bien que c'est, sur le plan social, quelque chose qui ne fonctionne plus. Sur le plan moral et culturel, alors là, c'est un véritable désastre, parce que le système politico-médiatique s'est mis dans la position d'être le chantre de toutes les, entre guillemets, avancées sociétales. Voilà. Donc, c'est très simple, on détruit tout ce qui gêne, grosso modo, la jouissance individuelle, et on en arrive à des formidables régressions. Comment peut-on avoir des gens dits intelligents, ayant des responsabilités dites politiques, ou bien dites des responsabilités politiques, qui osent dire que la GPA ne pose pas de problème, alors que la GPA est un esclavage pur et simple. Comment peut-on accepter que des femmes indiennes pauvres donnent naissance à des enfants qui seront achetés 20, 30, 100 000 euros? Mais c'est un pur scandale. Mais on devrait normalement, je suis désolé, mais on devrait être sur la place Garibaldi et faire une manifestation. C'est insupportable. On achetait, tout à l'heure on le fera, après le tango peut-être, après le tango, mais à juste titre, quand on achetait des esclaves noirs, aujourd'hui je ne sais pas ce que ça vaudrait en euros, c'était un scandale. Mais aujourd'hui, on renouvelle l'opération et ce sont les meilleures bonnes âmes qui préconisent cet épouvantable marchandage. Enfin, et dans quel pays vivons-nous? Franchement. Et puis, tout à l'heure, je parlais rapidement de la pornographie, mais regardez la pornographie, mais c'est une vague déferlante qui envahit littéralement tout l'espace sociétal, les familles, l'espace public, etc. Mais la pornographie est un drame. Il suffit de discuter avec des psychologues, des sociologues qui s'occupent du sujet. Tout le monde le sait, c'est un véritable désastre. Eh bien, le ministre de la Famille ne trouve rien de mieux aujourd'hui que de consacrer tout son temps à quoi? À promouvoir, enfin mettre en œuvre une loi. Ça c'est vraiment important, vous allez voir, c'est fondamental. Dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être la chose la plus importante. Ouvrir la possibilité aux adolescents de voir des films X dans les salles de cinéma. Ça c'est vraiment important. Et c'est le ministre de la Famille. Mais c'est à hurler. Moi je suis désolé, il y a un moment où on a envie de hurler sa colère. Moi je hurle ma colère et tant pis
si un jour on me dit, enfin bref, on m'ostracise de telle façon qu'on me tue, parce que c'est vrai qu'à la longue, de hurler sa colère, on est à la fin ostracisé. Donc finalement, on sort du jeu. Alors on verra bien. Pour le moment, moi, je hurle ma colère. Alors j'arrive à mon dernier point. Que faire pour 2017 ? Vous le disiez très justement, cher ami, il y a énormément d'initiatives qui se créent partout. Et je trouve ça absolument formidable, parce que nous ne pouvons pas aborder 2017 avec les mains dans les poches en disant très bien, 2017, élection ordinaire, comme 2012, comme 2007, comme 2002, comme 95. Et en fait, toutes ces élections nous ont mis dans le trou. Parce que ça fait bien un demi-siècle que nous déclinons. Ça ne fait pas du tout, c'est pas du tout Hollande qui nous a fait décliner. Nous déclinons depuis un demi-siècle. Donc, on ne peut pas aborder à nouveau 2017 en disant moi, je me contente de voter, j'aurais fait mon job. Impossible. Nous avons le devoir de nous engager. Donc, votre titre d'association est magnifique. L'engagement, il faut s'engager. Alors, je vais être assez rapide parce que je préférais finalement qu'on ouvre le débat après ça. Je vais très égoïstement vous parler de ce que nous faisons. Pas du tout pour vendre ma soupe, absolument pas, parce que franchement, toutes les initiatives que je regarde, je connais grosso modo tous les acteurs qui font des initiatives et ils font aussi bien que nous, peut-être 10 fois mieux. Donc je n'ai aucune gloriole dans ce que je vais vous raconter, mais c'est plutôt, je vous explique une méthode qu'on a mise en route parce que voilà, elle peut peut-être marcher un peu, elle peut peut-être changer un tout petit peu le curseur, elle peut peut-être faire en sorte que le bateau France qui va tout droit vers les rochers, alors je ne sais pas si c'est des rochers du côté de Nice, beaucoup, voilà, le bateau qui va tout droit dessus, qui est vraiment prêt à s'éventrer, à couler, ben voilà, il peut dévier et ne plus aller tout droit vers les rochers. Donc c'est ça que nous essayons de faire. Donc, en deux mots, que faisons-nous à la Fondation de services politiques et dans le collectif François Audace ? Alors, je fais un tout petit historique. Voyant que 2007 était un quinquennat qui s'annonçait perdu, et je l'ai écrit dès 2007, avec beaucoup de tristesse d'ailleurs, je me suis dit, il faut que ce soit la société civile qui essaie de peser, parce que de la classe politique, nous n'arrivons pas à tirer grand-chose, le système est trop verrouillé. Donc, j'ai d'abord écrit un livre, avant de créer le collectif François Audace, en tant que Liberté politique, Fondation de services politiques, j'ai écrit un livre qui s'appelait 12 mesures pour 2012. L'idée était d'ouvrir le débat sur 12 mesures qui me semblaient fondamentales. Le débat a été ouvert, et autour de ce livre, j'ai rassemblé un collectif, François Audace, avec 120 associations qui représentent grosso modo 2 millions de personnes. Et je voulais absolument que ce soit un gros collectif pour peser sur la classe politique, parce que la classe politique ne connaît qu'une chose, c'est le rapport de force. Si j'arrive, François Bielotner, bonjour, je voudrais vous présenter, passez votre chemin, on a d'autres chats à fouetter. Je représente 120 associations qui représentent 2 millions de personnes, prenez la grande porte, on va vous recevoir tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons bâti un manifeste de 12 mesures, et nous sommes allés voir tous les candidats à l'élection présidentielle de 2012. On a été reçus par tous, sauf l'extrême gauche, pour être très franc. Non, on va quand même pas recevoir des fachos. Moi j'ai dit, ah bon, facho, quand on ouvre des débats, même Chevènement a eu cette terminologie, le grand Chevènement. Bon. En revanche, j'ai été reçu par tous les autres. Ça a été très intéressant. Beaucoup ont signé 10, 11, 9 mesures. François Hollande en a signé 0. Et il a vu ses engagements, il n'a mis en route aucune des mesures que je préconisais. Donc là, je trouve ça magnifique, ça, il a tenu son engagement. Et nous sommes arrivés dans la situation d'aujourd'hui où effectivement, j'aurais bien aimé qu'il en prenne une ou deux. Bon, il en a pris 0. Donc on s'est dit, juste après les élections, on va recommencer pour 2017, mais là, on va être très coercitif. Donc, j'ai réécrit un nouveau bouquin, je crois qu'il a été affiché tout à l'heure, Échapper à la mort de la France, ça c'était pour ouvrir le débat. Et nous avons envoyé à 20 000, alors j'ai sélectionné dans les fichiers de la Fondation de services politiques 20 000 noms, de façon aléatoire, et on a soumis 30 mesures à ces 20 000. Alors c'était un questionnaire de 4 pages, il fallait remplir. Bon, chez moi, mes gens qui s'occupent de la communication disaient, on va avoir un retour d'1 millier de personnes, quoi. On a eu 12 000 retours. Et ça nous a incroyablement enrichis parce que c'était 12 000 personnes qui, en plus de ça, en gros, disaient les mêmes choses.
Et donc ça m'a beaucoup aidé pour mon livre « Échapper à la mort de la France » qui ouvrait les débats sur une trentaine de mesures de fond. Et pour présenter, on n'allait pas présenter un livre de 30 mesures à la classe politique, un gros livre, donc j'ai écrit un manifeste, le manifeste de la dernière chance, de 20 mesures, avec à la fin un engagement du candidat sur ces mesures, je prends, je ne prends pas. Ça veut dire que le candidat X ou Y, il a ça sur son bureau, et quand je vais aller le voir, je lui dis voilà, vous prenez quoi? Alors il va dire bah, je prends celle-là, je ne prends pas celle-là. Bon, très bien, maintenant vous signez un engagement sur l'honneur, si vous êtes élu, vous vous engagez à mettre en œuvre les mesures que vous avez signées. Et donc en ce moment, je suis en train de rencontrer les candidats aux primaires des Républicains. J'en ai déjà rencontré 7, il m'en reste 5. Normalement ils sont 12, mais peut-être qu'aujourd'hui il y en a un ou deux plus, parce que ça c'est une marée montante, il y en a de plus en plus. Donc voilà, j'arrive tous les candidats. Et nous allons faire en septembre une campagne de communication nationale de grande ampleur en disant voilà, le candidat X, sur 20 mesures, il en prend 12. Ben, il a 12 sur 20, c'est pas terrible pour redresser la France. Le candidat Y, il a 18 sur 20. Celui-là, il est apte à redresser la France. Le candidat Z, il a 7 sur 20. Lui, c'est un grand nuisible. Il ne faut surtout pas voter pour lui. Et nous le dirons comme ça. Nous le dirons comme ça. Et quand les primaires seront passées, pour les Républicains, eh bien nous ferons le même travail, mais là pour l'élection présidentielle définitive. Nous sommes en plein dans ce travail, c'est très très prenant, très compliqué. Les candidats en fait réservent plutôt un bon accueil. Maintenant on verra ce qu'ils signent vraiment, on a encore le temps, hein. Les primaires des Républicains c'est en novembre, c'est fin novembre, donc on a tout à fait le temps. Je ne mets pas du tout la pression, je leur dis réfléchissez, j'ai vu les gens qui font les programmes chez eux, etc. Tout va bien, mais j'attends maintenant pour septembre les réponses. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi votre truc là? Il y a quoi dedans? Alors d'abord, j'étais extrêmement vexé parce que ce matin, je participais à une petite réunion et je sors le manifeste et quelqu'un me dit Front National. Ah, je dis, ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez le drapeau français, les chats. Et alors là, j'ai dit à la cantonade, je leur ai dit, ce que vous dites là est épouvantable. Parce que le drapeau français n'existe plus en tant que tel. Il n'y a même plus de nation française. Vous raccrochez ça par une perversion intellectuelle hors du commun à un parti. Je suis désolé, c'est le drapeau de la France, pas le drapeau du Front National. Et alors il faut faire quoi? Alors il faut supprimer le drapeau français, alors on va mettre quoi? On va mettre... alors, on met une carte de la France. Ben non, la carte de la France, ça veut dire qu'il y a des frontières. Alors, voilà. Donc, non, je vous citais cette petite anecdote parce qu'elle date de ce matin et elle ne m'a pas fait rire finalement parce que ça traduit le conditionnement des esprits. Le drapeau de la France, c'est le drapeau de la France, point barre. Et moi, je suis très fier du drapeau de la France. Alors, quelques mesures. Alors, je vous en cite 5 pour ne pas vous donner un grand catalogue et puis je conclurai. J'espère, cher ami, que je ne suis pas trop long. 5 mesures. Sur la politique, il y a 5 parties, politique, économique, sociale, morale, culturelle, on intervient sur tous les niveaux. Sur la partie politique, la mesure phare, pour moi, elle est fondamentale. Je suis devenu un fanatique de cette mesure, je suis un fou furieux de cette mesure, c'est le référendum d'initiative populaire. Sans le référendum d'initiative populaire, le système est trop puissant, nous n'y arriverons jamais. Il faut rendre le pouvoir au peuple. Référendum d'initiative populaire. Quand 2,5% du corps électoral décide d'un référendum, il y a référendum et la décision l'emportant, ça a force de loi. On parlait tout à l'heure de l'espace Schengen, 82% des Français veulent la suppression des accords de Schengen. On ferait un référendum demain matin, je peux vous dire qu'on a les 2,5% du corps électoral qui acceptent le référendum, et la suspension des accords de Schengen est votée à, peut-être pas 82%, mais 70%. Et les accords de Schengen sont suspendus. Alors, il faut absolument qu'il y ait un référendum d'initiative populaire. Sur le plan économique, je propose une refonte de la fiscalité, très simple. Alors, on ne va pas en parler dans le détail, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il faut que j'accélère un peu pour ne pas être trop long. Sur le plan moral, je vous donne une mesure qui va vous surprendre parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais elle me semble extrêmement importante. Elle me semble fondatrice d'un redressement de la France sur les valeurs. C'est tout simplement
une politique vigoureuse de lutte contre la pornographie en appliquant le code pénal. Le code pénal, dans plusieurs articles, prévoit des peines d'amende et de prison pour tous ceux qui promeuvent ou qui diffusent la pornographie. Je suis désolé, mais Marisol Touraine dépend de cet article du code pénal. On pourrait normalement l'attaquer pénalement. Et je pense qu'on est sur une vague déferlante qui est en train de ruiner littéralement la société. Je prendrai un dernier exemple, je n'en donnerai que 4, sur le plan culturel. Je suis là aussi un farouche partisan de la vraie liberté d'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi nouvelle doit permettre à chaque famille de choisir librement l'établissement de son choix, sans aucun surcoût financier. Or aujourd'hui, par exemple, les écoles hors contrat ont un coût financier très lourd pour les familles, ce qui est un scandale, parce que dans la Constitution, la liberté d'enseignement figure en bonne et due forme. Et aujourd'hui, là encore, c'est la dictature larvée. On ne peut pas mettre ses enfants dans des écoles libres, parce que ça a un coût financier, et qu'en plus ça, c'est compliqué à monter. Donc aujourd'hui, il faut libérer le système, et l'éducation nationale devra simplement donner par établissement des subventions de fonctionnement liées au nombre d'élèves. Ça veut dire que si vous, madame, vous décidez de créer une école libre avec le matin tout ce qu'il faut pour préparer les enfants à avoir les diplômes nécessaires, mais l'après-midi vous voulez leur faire du piano, du violoncelle et du violon, eh bien, si vous avez 100 élèves qui veulent y aller, l'éducation nationale doit offrir le système permettant ce genre de choses. Donc, alors certains appellent ça le chèque éducation, mais voilà l'explication très simple. C'est budgétairement neutre et c'est nécessaire. Regardez le détournement, on parle du ministère de l'Éducation nationale. De quel droit l'État s'arroge-t-il la possibilité d'éduquer les enfants? Il n'a absolument aucun droit d'éduquer les enfants. On avait jusqu'en l'entre-deux-guerres le ministère de l'Instruction publique. C'était l'instruction. Les enfants devaient apprendre à lire, écrire, compter, arrivaient ensuite dans les études supérieures, ils étaient instruits. Aujourd'hui, l'éducation nationale n'instruit plus, mais éduque. C'est exactement l'inverse qu'on lui demande. Cher Najat Belkacem, tu arrêtes d'éduquer et je te demande d'instruire. Elle fait exactement le contraire. Donc là, il faut dire stop par un nouveau système. Voilà. Bon, j'arrête là les mesures parce que ça, je ne voudrais pas que ce soit le catalogue de la Redoute. Ces mesures sont vraiment essentielles. Nous verrons bien si nous arrivons à mener notre opération. Nous la menons vigoureusement. Et pour conclure, je vous dirai simplement une chose, c'est que... On en fait vraiment dans les temps. Bon, j'espère, cher Président. Et pour conclure simplement, ma seule demande, c'est que vous distribuiez, mais vous le faites certainement parce que vous êtes là, donc je vois bien votre profil de militant, il faut absolument secouer notre population endormie, qu'elle s'engage pour 2017, que la classe politique comprenne qu'on ne lui lâchera pas les mollets. Et si la classe politique comprend ça, nous pourrons arriver véritablement à un exploit, à changer le logiciel de 2017 et à faire en sorte que la France se redresse. En revanche, si nous perdons 2017, je veux bien être réinvité, mais là, je deviendrai zémourien à 100%. Le suicide français sera au bout du chou. Ce sera clair. Nous ne pourrons plus perdre la prochaine élection. Donc, il n'y a plus maintenant qu'à faire en sorte que nous mettions toute notre énergie. Et si l'élection est perdue, bien on fera comme les soldats de Napoléon, on dira ben, nous on y était, voilà, on était au combat. Et puis si on gagne, eh ben, on dira ben, voilà, on a gagné et puis finalement on a réussi l'exploit de changer les choses. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, n'hésitez pas à poser toutes les questions fracassantes, difficiles, dérangeantes que vous pouvez. Plus elles seront fracassantes, plus le débat sera animé. Voilà. Et qu'il en sortira quelque chose. Merci.
réagir sur M. Hollande, c'est pourquoi M. Hollande, vu l'état du pays, ne quitte-t-il pas son poste? Quelqu'un veut répondre à cette question? La réponse est là. C'est qu'effectivement, la place est bonne, si elle peut être encore bonne pendant 11 mois. Le Sénat peut... C'est le développement révolutionnaire. Là, parce que là, excusez-moi, là, il y a le Sénat... Là, actuellement, il y a le Sénat qui est en train de voir pour sortir une loi pour évincer Hollande, le président actuel. Les Français, globalement, sont extrêmement légitimistes. Donc, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Les choses devraient aller normalement jusqu'au terme. D'autant plus que on voit bien, dès qu'il se passe un trouble, etc., les gens se disent, bon, heureusement, quand même, il y a des institutions, et nous ne sommes qu'à 11 mois d'élection, donc maintenant, le délai est trop court pour qu'il se passe, à mon avis, quoi que ce soit. En revanche, ce qu'on ne sait pas du tout, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir... Il peut y avoir aujourd'hui une étincelle politique, économique, sociale, morale, culturelle, ça peut venir de n'importe où, on ne sait pas du tout, et ça pourrait changer la donne. Mais aujourd'hui, toute chose égale, il y a assez peu de chances que la donne change. En revanche, supposons qu'il y ait parmi une grosse tempête financière, une véritable panique, ça peut changer les choses. Imaginez. Parce que financièrement, le pays est sous tutelle, non? Il ne va pas tarder à être sous tutelle, là. Les hommes politiques le savent, ne le disent pas au peuple. Le système économique peut perdurer jusqu'aux élections, puisque comme vous le savez, la Banque Centrale Européenne, par un hasard tout à fait étonnant d'ailleurs, a décidé des injections d'argent frais au mois le mois jusqu'au printemps 2017, comme par hasard. Donc le système peut parfaitement tenir. Le système normalement devrait s'écrouler aujourd'hui. La montagne de dettes devrait faire en sorte que les investisseurs paniquent. Et donc, mais voilà, la BCE a décidé clairement de soutenir jusqu'au printemps 2017 François Hollande. Voilà. En revanche, après les élections, que se passera-t-il? Là, j'attends. Par rapport à la question que j'avais posée, juste pour finir, quand je disais la place est bonne, aujourd'hui, il nous faut quand même 42 ans pour avoir une retraite. Je sais qu'il ne faut pas parler de la retraite ce soir. Mais eux, il leur faut quelque chose. Oui, la place est très bonne, tout le monde convient en fait. On est d'accord. Personne nous dit l'argent que dépense la France pour payer toutes les retraites. Les présidents, que ça, on connaît à peu près. Mais les ministres, les sénateurs, les députés, on ne connaît pas toutes les retraites qu'on paye tous les ans. Et là, non, mais là, vous avez traduit en un mot, la place est très bonne. Ça, c'est clair. Donc là, il y avait une question. Isabelle fond. Intervenir. Non, juste pour répondre. Effectivement, en France, il faut savoir que vous payez, entre les députés, les gens qui ont des mandats, les sénateurs, les hommes politiques, vous payez, vous êtes en charge de 5 fois plus de personnes que les États-Unis, qui ont 5 fois plus de population que nous aujourd'hui. Et ça, c'est le résultat justement du fait que la place est bonne et qu'ils se sont cooptés depuis 4 décennies au moins, et ce n'est pas près de s'arrêter. Et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait, puisque les uns sont les copains des autres. Donc, la place est bonne. J'ai moi-même participé à 3 élections en tant que tête de liste, municipale, départementale et régionale. Je peux vous dire que selon les partis politiques, les 3 grands partis politiques, je peux vous dire aujourd'hui et maintenant, les yeux dans les yeux, qui n'ont rien à voir avec les micro-partis, les élections leur apportent énormément d'argent. Les problèmes de surfacturation dont vous avez ouï dire sont des réalités sur le terrain. Moi-même, j'ai vu un kit d'élection à 8 fois plus cher par rapport à une liste d'un micro-parti. Donc à partir de là, sachez que déjà, vous payez 8 fois au moins plus cher des élections. Donc finalement, est-ce que nous sommes toujours dans la critique des systèmes américains ou anglo-saxons? Est-ce que finalement, c'est pas mieux d'aller nous-mêmes chercher, si on a besoin d'être candidat, nos propres sponsors, que de pomper comme ça l'argent du contribuable, en plus de la pire des façons, opaque? Voilà. Très bien. Il y avait une question de fond difficile, parce que les géants, nous avons énormément d'atouts en France, du point de vue économique, mais le tout est verrouillé. Comment peut-on déverrouiller? Et là, malheureusement, la sombre actualité actuelle montre qu'il y a des contraintes sévères quand on s'y prend très mal au départ. Sur quoi, sur quel levier, sur quels paramètres pourrait-on agir pour relancer
les vecteurs porteurs d'emplois, comme en particulier toutes les PME, quid des mesures, quid des changements fiscaux, quid des décisions fondamentales et courageuses qu'il faudrait prendre. Alors, grande question. Oui, très grande question. Alors, je vais essayer d'être extrêmement bref. On ne va pas rentrer dans la technique, évidemment. Les candidats, aujourd'hui, qui sont sérieux, sont d'accord pour dire qu'on ne pourra rien faire si on ne met pas en place le référendum d'initiative populaire. Ou, à minima, une procédure de référendum sur 10, 15 ou 20 mesures clés qui seront immédiatement suivies d'un référendum. Parce que, aujourd'hui, regardez la loi Khomri. Pourquoi est-ce que ça manifeste autant? Si on regarde vraiment sur le fond, c'est que c'est une loi qui arrive comme des cheveux sur la soupe. C'est-à-dire que c'est une loi qui tout d'un coup décide on va déverrouiller le monde du travail, mais il n'y a eu aucune pédagogie, il n'y a eu aucune explication, et surtout, elle ne rentre pas dans un cadre un petit peu global, d'un redressement général, si vous voulez. Donc, chacun lit la loi à l'aune de ce qu'il va perdre, et c'est tout à fait logique que ça fasse effectivement des mécontentements qui se traduisent par des grèves, par des paralysies, par des votes, avec en plus de ça, un parti politique qui met en place le système et qui n'y croit pas. Puisque grosso modo aujourd'hui, les députés socialistes ne sont même pas d'accord sur la loi Khomri. Donc aujourd'hui, moi, enfin, c'est en tous les cas ce que je dis aux candidats, et ils me disent la même chose, certains, pas tous du tout, hein, mais ceux que je trouve sérieux en tous les cas, c'est que quand le nouveau président de la République sera élu, sur 10-15 mesures fondamentales, il faudra qu'il les prenne sous forme d'ordonnance ou équivalent et qu'il y ait immédiatement des référendums successifs pour verrouiller. Comment voulez-vous que la CGT manifeste dans toute la France si un référendum populaire accepte à 60% une mesure proposée par le président de la République? Là, il se torpille, parce que ça veut dire qu'il est dictatorial, ce qu'il est probablement, mais au moins là ce sera clair, ce sera explicite, ce sera montré. Donc, par exemple, les problèmes fiscaux, il faudra clairement des référendums. Il faudra des référendums et il faudra accepter qu'il y ait des référendums qui est vraiment force de loi, des vrais référendums. Bien, donc là, nous avons une autre question à propos effectivement des mesures que vous préconisez. Comment saurons-nous le choix des candidats aux questions posées par notamment votre association, votre initiative? Mais les candidats, je le sais déjà parce que j'ai étudié tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils écrivent. Je sais aujourd'hui, par exemple, que chez les Républicains, il y a des candidats complètement disqualifiés. Ils ont 7 ou 8 sur 20. Comment nous, on va le savoir? Ah bien, on va faire des grandes campagnes de communication nationale alors, pour être très honnête, on ne fera pas ça dans les supports d'extrême gauche, parce que ça n'intéressera pas grand monde. Mais nous irons dans Le Figaro, Le Point, sans doute Marianne, parce que Marianne est assez lue, Le Monde, parce que Le Monde est lu par des gens. Bon, Les Échos peut-être. Bon. Donc on va faire des grandes campagnes de communication, et puis après ça, les gens ils prendront position. Quand vous avez quelqu'un qui se présente à un doctorat d'économie, s'il a 7 sur 20, vous ne vous posez pas la question de savoir ce qu'il y a derrière le bonhomme, est-ce qu'il est fiable, pas fiable, non, il a 7 sur 20, il est parfait pour être docteur en économie. Eh bien, là, l'idée, c'est la même chose. Quelqu'un qui a 6 ou 7 sur 20, il est parfait pour redresser la France. C'est sûrement quelqu'un de très bien, très respectable, très sympathique, mais il n'est pas fait pour ça. C'est tout. Donc, ce sera très simple et très basique. Et ce qui est amusant, c'est que les candidats eux-mêmes, parce que moi, je leur représente le dossier exactement de cette façon-là. Et je me suis dit, bon, il y a quand même des candidats qui vont m'envoyer au plot. Eh bien, pas du tout. Absolument pas. Ils disent, bah, votre méthode, au moins, elle est, alors ça, j'ai beaucoup aimé, elle n'est pas passionnelle. Elle est objective. Elle est objective. Vous avez 7 sur 1, vous avez 7 sur 20. Moi, je me fiche de savoir si monsieur a les cheveux bruns en arrière, ou madame a une belle cheveux, ou des yeux bleus splendides, ou un beau dentier. Moi, je m'en fiche. Est-ce que la personne est apte pour redresser la France? Ce sera factuel et objectif. Ça ne vaut que ce que vaut la méthode. Alors il y a plein de gens dans les formations qui disent ouais, mais vous êtes complètement malade. C'est pas parce que les gens signent un engagement sur l'honneur qu'ils feront. Ah oui, je leur dis d'accord. La méthode, au-dessus de la signature avec un engagement sur l'honneur, il n'y a qu'une autre méthode.
ou alors vous m'en indiquez une autre, c'est le pistolet sur la tempe. Et ça, c'est pas tellement mon truc. Donc je suis désolé, je ne mettrai pas un pistolet sur la tempe du candidat. Je lui dirai après, mon petit cochon, tu avais signé, tu renies ta signature, tu es un bon à rien, et on fera des campagnes de communication là-dessus. Et on rebondira en 2022. Voilà, et puis, je vais essayer de dissocier en deux parties la question. Déjà en politique, en termes de politique migratoire, personnellement, je crois beaucoup à l'exemplarité. Je ne peux que vous parler de mon exemple. Je suis arrivée d'Iran, je le dis souvent dans mes conférences, si je suis venue en France, ce n'était pas pour transformer la France en Iran, sinon c'est un non-sens. Je reste en Iran. Donc c'était dans le but de venir, et il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup en France, et il y avait des choses qui me déplaisaient beaucoup en Iran. C'est pour cela que je suis venue. En politique migratoire et déjà dans l'esprit d'immigrés, il y a trois possibilités que vous devez tous connaître, mais juste pour tester que tout le monde, nous sommes bien d'accord sur les termes. Il y a l'insertion ou le communautarisme qui existe. Dans quelques pays anglo-saxons notamment, on peut le voir. En quoi ça consiste? Souvent les gens en parlent, mais rares sont les gens qui plongent dedans pour voir exactement ce que c'est. Imaginez-vous un puzzle avec des pièces que vous mettez dedans, et puis ça prend forme, et puis la pièce peut exister sans le puzzle peut exister sans la pièce, tout a des contours matériels bien définis, les choses se posent et se déposent, c'est l'insertion, il n'y a pas de mélange. Ensuite, il y a l'assimilation. L'assimilation, c'est carrément, alors aussi bizarrement que ça puisse paraître, aux États-Unis, ils ont à la fois le communautarisme qui est possible, mais aussi ils ont une très forte capacité d'assimilation. Je vais vous donner l'exemple de mes cousines. Il y a une tellement forte mentalité américaine qui vous dit que vous l'avez bien valu d'être là, que vous avez réussi à avoir la nationalité, le citizenship, et vous êtes assimilés, c'est-à-dire que petit à petit, vous êtes américain, elles oublient leur langue, les traditions, tout ce qui est iranien est oublié. Ça s'appelle l'assimilation. En France, les deux sont quasi anticonstitutionnels pour les Français. C'est quasiment pas dans vos gènes, parce que les termes de liberté, égalité, fraternité seraient remis en cause. Parce que d'un côté, des gens qui survivent à vos côtés sans interaction avec vous, ça ne vous plaît pas. Et puis, vous n'aimez pas non plus imposer votre façon de vivre, vous aimez vous enrichir. Vous adorez, vous êtes curieux. J'ai rarement vu des Occidentaux aussi curieux que les Français, que ce soit en matière culinaire, en matière de paysage, en matière touristique, d'aller vers les autres cultures. Donc je pense que c'est le troisième modèle, qui est l'intégration, qui est vraiment un modèle qui pourrait, si on en parle sans tabou, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent, chez moi, je cuisine iranien, je fête le Nouvel An persan qui est rentré depuis 2008 dans le patrimoine culturel et que même le président Obama adresse ses vœux en persan aux Iraniens du monde entier. Donc c'est une belle chose. Et quand je suis dans la société française, il n'y a pas de distinction. Je me comporte en française, respectant l'histoire, les lois et les autres Français et leur façon de faire et d'agir. Donc ça, c'est l'intégration. À la fois ceux qui me côtoient et qui aimeraient par curiosité s'enrichir et apprendre ce que c'est la culture persane, l'Iran d'il y a 10 000 ans, le zoroastrisme, je leur apprends. Et moi aussi, j'apprends. Donc, ce n'est plus comme la pièce de puzzle. Quand, une fois arrachée, il y a un petit bout de mon microcosme qui partira avec moi, et moi, il y aurait un petit bout de mon cœur qui resterait là. Donc, ce n'est pas pareil que le communautarisme. Donc, je pense que c'est le modèle le plus intéressant. Ensuite, venir au fait d'aider les pays et les migrants dans leur pays. Avant d'aider, j'avais envie de vous dire à tous les représentants des pays occidentaux d'arrêter d'aller se mêler déjà de ce qui se passe dans les pays étrangers. Si vous arrêtez de vous mêler, vous avez beaucoup moins de scrupules à aider puisque vous n'avez pas de responsabilité. Mais quand vous venez vous mêler des choses, quand M. Giscard d'Estaing et Nixon décident que le Shah d'Iran n'a rien à faire dans l'OPEP et qu'il décide sa destitution au prix où nous le payons encore en Iran et qu'aujourd'hui vous nous supportez, puisque avant le Shah d'Iran, le passeport iranien passait partout, tellement que les Iraniens n'avaient pas envie d'aller ailleurs, que notre passeport, on avait besoin de visa pour aucun pays. Je venais en France comme je voulais, mais ma famille allait aux États-Unis pour ses études comme il voulait.
Mon oncle, il y a 60 ans, il parlait, il revenait au States comme il voulait. Donc il n'y avait pas de visa. Aujourd'hui, le passeport iranien ne vaut rien. C'est un torchon parce que nous avons besoin de visa pour n'importe quel pays au monde. Tout le monde a peur qu'on y aille pour y rester. Donc c'est pour vous dire que si en Libye, malheureusement, c'est de fait, l'intervention de M. Sarkozy a été catastrophique. Aujourd'hui, voyez, j'ai vécu en Tunisie en expatriation une année entière après le printemps arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe. Il faut savoir que les Occidentaux, aidés d'alliés pas bienveillants comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, et si vous le souhaitez, après je pourrai en parler un peu plus, mettent leur nez dans le printemps arabe. Il y a eu des jeux politiques, des jeux stratégiques. La Libye, il y a eu des jeux stratégiques. N'y allez pas. Et après, on verra, j'allais dire. Voilà, pour l'aide. La première aide, c'est de ne pas faire d'ingérence dans les affaires des pays comme ça. Vous n'êtes pas iranien, vous ne savez pas ce qu'il faut. En France, vous dites, il y a des dictateurs. Non, peut-être que ça vaut très bien comme ça. Donc, laissez les gens gérer leur pays. Aujourd'hui, imaginez que les Américains voient M. Hollande avec 14% de popularité, ils diraient bah, c'est un dictateur. Madame Ludivine de La Rochère a réuni 1,4 million de personnes pour la manif pour tous. En France et dans les pays européens, la démocratie directe existe. Au bout de 500 000 signatures, elle a réuni 700 000. Monsieur Hollande s'est assis dessus très gentiment. Nous sommes en dictature laïque française. Donc voilà, c'est juste pour terminer que on ne peut pas... Voilà. Exactement. Bien. Merci Elisabeth. Jérôme, donc, oui, une question qui vient de la salle, effectivement. Une personne ayant la double nationalité peut-elle effectivement avoir une charge gouvernementale? Non. Donc c'est la question. Non. La double nationalité, la responsabilité. Madame Najat El-Kassem. Oui, je citais les noms, Najat El-Kassem, et puis... Je voudrais simplement dire un mot sur la question précédente par rapport à 2017, puisqu'on est sur une logique que peut-il se passer en 2017 sur des sujets importants. Donc sur la partie migration, je voudrais dire 3 choses simplement. Premièrement, nous accueillons chaque année à peu près 400 000 personnes, à majorité écrasante d'Afrique et du Moyen-Orient, dans un pays qui ne peut plus loger les gens, qui ne peut plus les nourrir, qui ne peut plus les faire travailler. C'est un pur suicide. Bon, ça c'est un premier point. Donc il faut absolument stopper ça. Et la folie allemande d'accueillir presque 2 millions de personnes cette année, vous savez qu'on en est déjà à 500 000 personnes référencées depuis le 1er janvier. Avec l'été qui se profile, moi je pense qu'on va dépasser les 2 millions. Ça je pense. C'est une véritable folie. Et sachant que, grosso modo, la moitié des gens qui arrivent en Allemagne viennent ou en France, ou essayent d'aller vers l'Angleterre. Donc c'est une véritable folie, et je trouve que la responsabilité allemande est écrasante, vraiment. Donc il faut arrêter immédiatement ces flux migratoires incontrôlés. Le deuxième point, c'est le problème du communautarisme, si vous voulez. Il y a une mesure que j'ai mis en œuvre sur le problème de la radicalisation et qui est lié à l'islam. En fait, aujourd'hui, on a un code pénal qui est d'une extrême simplicité et d'une extrême rigueur. Il est absolument interdit, sauf à encourir des peines lourdes d'amende et de prison, de développer des langages publics de haine et de violence. Là, je suis désolé, mais je connais parfaitement la région parisienne, parfaitement les grandes villes de France. Le langage, notamment dans beaucoup de mosquées, est un pur langage de haine et de violence. Il faut appliquer nos codes, il faut appliquer nos lois, il faut immédiatement extrader des imams qui souvent ne parlent même pas français et qui promeuvent pour j'allais dire, des gens comme vous et moi, la haine et la violence qui rentrent dans les esprits et qui ne peut pas être acceptée par la nation française. Par le gouvernement. Et par le gouvernement. Et puis, je voudrais donner un troisième point, et j'en arrêterai là. J'ai une anecdote personnelle. Je suis allé à Lampedusa, il y a 1 an, presque jour pour jour. Je pense que c'était il y a 1 an pile d'ailleurs. Parce que je voulais voir. Je voulais voir ce qui se passait. Je n'y suis resté que 24 heures. Je suis reparti avec une gueule de bois épouvantable. Parce que c'est un flot ininterrompu, parfaitement contrôlé, c'est-à-dire que c'est un accueil le meilleur possible
Voilà, on va chercher les bateaux le plus loin possible, on les met sur le navire hôpital, on nourrit, on soigne les gens. Ils sont mis dans Lampedusa, dans un centre extrêmement confortable d'ailleurs, et dans la nuit, il reste 2-3 jours, ils sont emmenés sur un paquebot qui est là, et qui les emmène au niveau de Rome. Ils sont débarqués au niveau de Rome. Et j'ai discuté avec vraiment tous les acteurs de Lampedusa, les militaires, les infirmières, les médecins, etc. On est complètement manipulés. Ce ne sont pas des gens qui sont en guerre en Libye ou en Syrie. Ce sont des Marocains, des Tunisiens, beaucoup d'hommes, très peu d'enfants, etc. Et là, et d'ailleurs eux-mêmes en rigolent. Ils trouvent ça très drôle parce qu'ils se disent mais voilà, ils sont vraiment stupides ces Européens. Voilà, donc je voulais simplement vous dire, il faut vraiment qu'on rétablisse une politique normale, qu'ont toutes les nations, développées, normales, ou d'ailleurs non développées, parce qu'aujourd'hui, aller dans certains pays d'Afrique, c'est pas très facile. Hein. On nous demande énormément de papiers, on ne peut pas y rester très longtemps. Oui, des observations variées à faire. Il y a de ceux qui souffrent de la guerre, des expulsions. Il y a les migrants. Près de la bouche plutôt que pas du bois. Voilà. Voilà. Ceux qui souffrent d'expulsion de la guerre dans des conditions terribles et ceux qui sont des migrants économiques qui recherchent l'aventure pour une meilleure vie, ce qui peut se comprendre, mais qui peut se comprendre de l'autre côté qu'on n'a peut-être pas les possibilités, malheureusement, de pouvoir y venir. Alors, c'est pour ça que je reviens à la question où tout à l'heure nous l'avons évoquée, mais elle n'a pas été répondue. Y a-t-il des pistes, y a-t-il des signes d'espoir que quelqu'un comprenne qu'il faut inverser le mouvement, qu'au lieu de se défendre de voir venir des migrants soit tout à fait légitimes, soit moins légitimes, et d'inverser le courant en prenant le mal à l'origine, c'est-à-dire en aidant à fixer les populations, en mettant tout cet argent qui est énorme pour subvenir à l'assistance de ces gens qui ne sont malheureusement pas toujours adaptés pour travailler et s'intégrer économiquement par suite de la langue et des qualifications. Pourquoi pas utiliser cela pour une formation professionnelle, un développement économique durable dans ces pays de façon louable et de façon, je dirais, très respectueuse de ces États, et d'autre part, mettre à bas toutes les filières mafieuses qui sont considérables et soutenues par des pays, certains pays qui sont aussi mafieux, comme peut-être des pays arabes, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui indirectement envoient des fonds pour soutenir ces actions-là. Il y a un grand nettoyage à faire, mais qui le fera? Alors, en quelques secondes, et puis je laisse la parole à l'Amphi, aujourd'hui, l'aide de la France, ou de l'Europe d'ailleurs, vers les pays ou africains ou du Moyen-Orient notamment, c'est une aide qui est terriblement compliquée parce que il y a des pays qui n'ont effectivement pas besoin d'aide et qui eux devraient aider. Je pense évidemment à l'Arabie Saoudite, au Qatar qui sont richissimes et qui ne font strictement rien pour aider leurs co-régionnaires de la région, ce qui est un pur scandale. Il y a d'autre part des pays qui étaient plutôt en train de s'en sortir et qui ont été complètement anéanti, notamment par la politique américaine, qui est un véritable désastre et qui a commencé effectivement par le lâchage du Shah d'Iran et qui se poursuit grosso modo jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que d'ailleurs les États-Unis sont éjectés en ce moment du Moyen-Orient et de l'Afrique. En gros, ils sont éjectés, manu militari. Donc là, on a quand même un véritable problème à résoudre parce que on va aider des pays qu'on a finalement, puisque nous faisons partie de ces alliances quand même, qu'on a complètement ruinés. Et puis, la troisième catégorie de pays, ce sont les pays, par exemple, subsahariens. Mais le problème est que ces pays aujourd'hui sont rentrés dans un processus de tel sous-développement que, en réalité, même leurs dirigeants organisent en fait les départs. Ils ne font strictement rien. Donc c'est un combat à mener, évidemment que c'est un combat à mener. Mais s'il est mené, on peut être traité de nouveaux colonialistes, etc. Donc on est finalement sur une espèce de champ de ruines et il sera en tous les cas très difficile pour les mois qui viennent ou les 2 ans qui viennent de trouver des solutions miracles parce que on est dans un
véritable champ de ruines général. Il ne faut pas se le cacher. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, il faudra faire, et c'est évidemment là que ça doit être fait, c'est réimplanter toutes nos, j'allais dire, notre culture, notre technologie dans ces pays, pas du tout dans le but de coloniser, mais de mieux former, de permettre le développement et de faire en sorte que ces pays s'en sortent. Mais la lutte, parce que ce sera vraiment une lutte, hein, c'est une lutte pour le développement, elle sera prométhéenne, c'est quelque chose qui prend des proportions et chaque année voit une dégradation, donc ça va être compliqué. Depuis des années déjà, on donne de l'argent en Afrique et dans bien des pays, mais ça arrive dans les gouvernements. Et ça fait la même chose qu'en France, comme vous dites tout à l'heure, ça paye grassement les gens qui sont au pouvoir. Et ça fonctionne en entonnoir. Est-ce que c'est parce qu'on y a développé la démocratie pour éviter la tyrannie? J'en sais rien, mais en tout cas, ça fait nous-mêmes. Hein. Vous avez parfaitement raison. Quand on va... J'ai un membre de ma famille qui avait 2 missions en Syrie récemment. C'était un pays extraordinairement prospère. Bon, vraiment, c'était vraiment bon, c'est un véritable champ de ruines. Il n'y a plus rien en Syrie. Il reste Damas, il reste évidemment quelques endroits, mais c'est effrayant. Bon. Et donc, on se dit... voilà, donc quand on est en partenariat, on développe, et puis tout d'un coup, tout s'écroule d'un seul coup, et puis effectivement, on verse des fonds perdus à des gouvernements corrompus. Enfin, le système, comme pour tant de choses, est complètement à l'envers. Il faudrait tout remettre à l'endroit. Excusez-moi, bien les choses dans l'ordre. Les paysans dans certains pays, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique, ont été mis en place, en règle générale, à les grosses puissances. Hein. Ils ont une charte de conduite, et une fois qu'ils s'écartent de la charte de conduite, on les vache, on n'y était qu'à la place. Hein. Parce que la France, économiquement, a besoin de l'Afrique. Sinon, il faut savoir que la France fait partie des pays du tiers-monde. Mais si un pays qu'on devrait investir, et qui ne demanderait d'ailleurs probablement que ça, aider de toutes nos forces, qu'on devrait consolider, c'est par exemple la Tunisie. Bon, la Tunisie, on ne fait rien pour la Tunisie. Et on regarde un peu avec des bouts des doigts. Oui, la Tunisie, on a des faits. Oui, mais même maintenant, on devrait pouvoir se dire, bon, on a des faits, la Tunisie tient encore. Bon, il faudrait parler à la classe politique aujourd'hui de la Tunisie. Moi, je le fais, la Tunisie... Il ne faut pas exagérer quand même, c'est une ancienne dictature. Oui, et ce n'est pas une dictature parce que c'est nous qui baptisons ça dictature pour se permettre d'aller se mêler de ce qui ne sont pas nos affaires. En ce qui concerne les migrants, je crois que nous sommes très attractifs parce qu'à peine arrivés sur le territoire, on donne de l'argent. Donc, ce sont des gens qui vivent modestement, vous l'avez dit tout à l'heure, ce ne sont pas forcément des gens qui sont dans des difficultés, ce sont des gens qui viennent chercher, c'est le Pérou pour eux. Après tout, on le comprend. Je pense, pour avoir travaillé dans l'administration, et c'est une affaire, je m'excuse, messieurs, mesdames, vous dire, ça a 35 ans, 40 ans de départ. Tout le monde s'est tu. Et moi, j'en veux beaucoup plus au RPR, UMP, les Républicains, tous ces gens-là, qui n'ont jamais été des opposants à l'idéologie de gauche. La gauche, ce sont des farfelus pour moi, ce sont des gens qui rêvent, qui veulent toujours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais les autres se sont tus. Et même aujourd'hui, avec ce qui se passe, cette droite n'a jamais ouvert la bouche parce qu'elle pense à se faire réélire. C'est tout son objectif. Le reste est ça. Voilà. Alors, là, moi, en ce qui concerne ces migrants, aujourd'hui, c'est des étrangers qui arrivent sur le territoire français et qui ont plus de droits que des nationaux. Peu importe leurs origines, des nationaux, hein, on a tous, la France a toujours été un pays d'immigration, et européenne essentiellement, il est vrai, et où l'assimilation était l'application. On assimilait les populations. C'était pas des communautés, il y avait la communauté italienne, polonaise, mais après ça devenait de bons Français, et des Français qui pensaient pour la France, c'est tout. Alors aujourd'hui, non, ce sont des gens qui arrivent, on leur donne beaucoup d'argent. Vous avez des personnes âgées françaises qui ont 650 € par mois pour vivre, on ne dit rien, personne n'ouvre son bec, tout le monde dit « Oh, les pauvres malheureux », et même, il faut le dire, le pape m'étonne. Et vous avez eu dernièrement à Nice encore un soutien au mouvement de Tariq Ramadan. Il a organisé pas à Carrosse, à Acropolis, pas à Acropolis, à Don Bosco.
à Don Bosco. La fondation Don Bosco leur a ouvert les portes et je suis allée jusqu'au bout, voir ce qu'il y avait dans cette réunion. Et c'était quand même frappant, toutes ces femmes voilées, tous ces gens avec des panneaux écrits en arabe, qui parlaient un peu français, un peu arabe, un peu français. Et reçus, il y avait donc le frère le matin de Tariq Ramadan, Annie Ramadan, qui était venu, dans le cadre d'une association humanitaire, dit-on. Donc tous ces mouvements font rentrer les salafistes, tous ces gens qui se font du prosélytisme et qui, vous avez vu aujourd'hui, dans quelques jours, monsieur sur BFM, RMC, Jean-Jacques Bourdin va recevoir Tariq Ramadan. Et il réplique, ah, mais c'est au nom des droits de l'homme et de la liberté, je reçois tout le monde. Et là se pose le problème chez nous. Comment va, je reviens à aux questions que vous allez poser, comment peut-on croire que ces personnes des républicains, qui sont 12 ou peut-être 14, qui sont à droite mais qui ne sont pas à droite, ils se disent de droite mais ils ne sont pas à droite, ces gens. Ce sont des gens qui sont des opportunistes et nous en avons un exemple ici à Nice avec notre maire, il faut le dire la vérité. Alors moi ça, j'ai rien à faire. Ils sont opportunistes, ils veulent des places. Comment peut-on avoir confiance aujourd'hui, puisque M. Sarkozy avait dit qu'il appliquerait le principe de la double peine. 3 mois après qu'il ait été élu, il a supprimé alors que c'était quelque chose d'important, la double peine. Il avait dit qu'il ferait tout un tas de choses. Il prend 6 ministres socialistes dans son équipe. Donc ces gens-là, moi je ne peux pas y croire. Parce que je veux dire, ce sont des menteurs, vous l'avez dit au début, monsieur, ce sont des menteurs. Ils diront n'importe quoi pour essayer. Donc moi, je vais écouter vos résultats, mais je n'en tiendrai, pour certains, n'en tiendrai pas compte. Parce que je me dis, ils vont encore nous mentir, ils vont nous bananer. Voilà, merci de m'avoir dit. Donc deux sujets que je ne vous ai pas encore entendu aborder, mais vous l'avez juste nommé sans le développer, c'était fiscalité et l'autre désastre qui nous menace tous aussi à plus ou moins long terme, c'est le désastre écologique. Donc juste, comment vous abordez ces deux sujets? Oui, pardonnez-moi, il faut répondre quand même à chaque fois avant qu'il y ait la question suivante. Mais j'ai retenu, regardez le micro pour revenir sur vos deux questions. Simplement... Excusez-moi, je vais intervenir dans le même sens et dans la même question. Comme ça, vous répondrez aux deux. Allez-y. Allez-y. Alors donc, monsieur, vous reposerez après votre question parce qu'il y a une petite tête que j'aurais oubliée. Messieurs, dames, bonsoir. D'abord, je tiens à vous signaler que j'ai la double nationalité. Je suis tunisio-français ou franco-tunisien. Je suis musulman, je suis pratiquant, marié à une française chrétienne pratiquante. Voilà, pour que les choses soient bien définies. Je rejoins ce que disait tout à l'heure madame, parfois on s'ingère dans des pays, on chamboule tout, pour des raisons seulement égoïstes. Quand le fils de Kadhafi avait dit, et c'est une clé pour la Tunisie et la Libye, donc je m'entends quand le fils de Kadhafi avait dit, nous avons la preuve que mon père a financé, en 48 heures, Kadhafi a sauté. On égorge des Syriens chrétiens, personne ne bouge. Que les choses soient claires. Donc, je pars du principe que j'aurais pu naître n'importe où et avoir n'importe quelle religion du fait que nous avons un formatage à la naissance. Ce que je voulais dire surtout, c'est que nous avons, comme partout de par le monde, des classes politiques qui sont... c'est une profession à vie. Nous payons avec nos impôts leurs émoluments, leurs retraites et par suite la pension à leurs femmes. D'où cette question que je trouve pertinente. Mais je ne suis pas seulement ici pour reparler de cette question qui a été posée par l'un d'entre vous. Je voudrais dire que quand on arrive à faire la part des choses, et en tant que musulman, en tant que pratiquant, j'étais dans une mosquée et j'ai dénoncé l'imam. J'aimerais bien que vous fassiez le... Je l'ai dénoncé à la préfecture, aux renseignements généraux, et l'imam est toujours là. Donc, et je leur ai dit, ça aurait été un dealer, j'aurais compris. Que vous voulez prendre envoyer quelqu'un, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit ce monsieur, qui ne parle pas français après 8 ans de présence sur site, elle est toujours là. Donc j'ai préféré fermer ma gueule et ne plus. Pour moi, c'était pas balancé. Nous sommes égoïstes bien avant la naissance. La preuve, vous tous, quand vous êtes égoïstes les uns et les autres, parce que de 500 000 spermatozoïdes, vous avez marché sur les autres pour arriver. Donc, c'est dire que nous sommes égoïstes bien avant la naissance. Je l'ai dénoncé pour protéger ma femme et mes filles.
Je ne voulais pas que l'une d'entre elles aille à Nice-Étoile et qu'elle se fasse exploser. Moi, merde, j'avais pressenti la chose, j'ai rien fait. Je l'ai dénoncée pendant 2 mois de suite. Et elle est toujours là. Donc, tirez les conclusions. Ah ben oui, mais il y a des avantages politiques. Non, je ne suis pas le seul, il y a plein comme moi. Il y a plein comme moi. Sauf qu'on ne passe... S'il vous plaît, je termine s'il te plaît, Pierre. Sauf qu'à la télé, il ne passe que la racaille. Il ne passe que la racaille des Arabes, des musulmans. Je ne suis pas une exception, loin de là. Il y en a plein comme moi. Un d'entre nous, au niveau de l'association, un jour parlait du foulard qui l'indisposait. Si vous regardez les statistiques de l'Institut de statistique français, c'est 0,3. C'est-à-dire quand on focalise, on ne voit que ça et on occulte l'essentiel, l'important. Excuse-moi si j'étais bavard, voilà. Je voulais absolument dire ça. Bien. Je voudrais rebondir sur les propos que j'ai trouvés extrêmement citoyens de l'autre fille. Dans le sens suivant, nous cherchons l'unité du pays, une cohésion nationale forte. Elle se fera si nous sommes beaucoup plus mobilisés aussi pour prendre conscience que beaucoup de Français de confession musulmane se battent à nos côtés contre l'extrémisme. On n'en a pas assez conscience, que ce n'est pas facile pour eux parce qu'ils reçoivent des représailles et que même dans la religion musulmane, il est mal vu que quelqu'un parle contre son camp. Et que d'autre côté, ces mêmes citoyens qui défendent la République, si d'un côté ils sont attaqués, ils sont aussi attaqués de l'autre par des Français dont le regard vers eux n'est pas assez positif, encourageant et chaleureux. Merci. Et il faut qu'on y pense. Écoutez, je vais peut-être vous choquer, cher ami, vous choquer. Je vais choquer, mais tant pis, c'est le débat libre. Je me suis permis tout à l'heure, je me suis octroyé le droit de vous choquer. Je ne suis pas aussi positif que vous sur ce sujet. Je pense que l'islamisation de la France est en marche. Elle est en marche accélérée. Tariq Ramadan, si je m'en tiens simplement à ce que disent Erdogan, Tariq Ramadan, les dirigeants algériens, le roi du Maroc actuel, etc. Donc, les penseurs, les grands penseurs, les gens du Caire, qui sont quand même, avec cette université, qui a un rayonnement mondial, évidemment, il y a une unanimité de leurs pensées. La chose est claire, le pouvoir sera pris en Europe dans 20, 30 ou 50 ans. Dans le ventre de nos femmes. Vous ne nous choquez pas, monsieur. Alors, deuxième. Voilà. Non, mais donc, toutes les déclarations, on les connaît par cœur, on les connaît tous. Donc ça, c'est... Oui, non, mais en tous les cas, non, mais ce sont des déclarations factuelles, on ne peut pas les contre. Si on prend Tariq Ramadan, que je suis de très près, pardonnez mon expression, je le suis à la culotte, c'est pour moi un des hommes les plus dangereux au monde. Il est petit-fils du fondateur des Frères musulmans, il a un objectif d'une précision métronomique, et il le dit. Et je trouve, si vous voulez, que inviter Tariq Ramadan, c'est plus qu'une faute, c'est d'une extrême gravité. Parce que, je suis désolé, mais pour dire ce que je vous dis là, si j'appelle Bourdin en disant « Mon petit Bourdin, tu es un homme libre, tu invites tout le monde, je veux passer chez toi. » Quoi? Vous, le gros fâcheux, il n'en est pas question. Mais Tariq Ramadan, liberté. On est dans un système soumis au politiquement correct, à l'islamement correct, si vous voulez. Donc vous n'êtes absolument pas responsable, parce que les choses soient claires. Je ne vous mets pas en cause vous, hein. J'insiste lourdement. Mais les dirigeants mondiaux musulmans modérés vont tous dans le même sens. Donc nous devons, et c'est le sens de ma mesure numéro 7, moi ce que je demande dans la lutte contre l'islam, ça n'est pas du tout de tuer la religion musulmane. La religion musulmane a tout à fait le droit de prospérer à sa façon. Ce que je refuse absolument, c'est que les promoteurs de l'islamisation de l'Europe utilisent des lois qui n'existent pas pour promouvoir
leur langage de violence et de haine. Et donc je dis simplement, on applique simplement la loi française, et en clair, quand vous citez votre exemple, et je vous remercie infiniment, parce que vous êtes courageux, parce que ça peut être une fatwa pour vous, mais normalement cet imam de Nice devrait être expulsé. Alors que là, nous nous soumettons complètement au système. On n'a même pas arrêté son prêche. Je ne demande pas qu'il soit expulsé, qu'on lui interdise le prêche. Et vous êtes d'un courage formidable, parce que je sais très bien, je connais le Coran, je l'ai lu intégralement, je l'ai travaillé, je l'ai étudié. Des positions comme les vôtres, je sais ce que ça peut valoir. Donc je vous en félicite. Des positions comme à mesure numéro 7, je sais aussi ce que ça peut valoir. Normalement, une fatwa, quand on critique le Coran, la fatwa peut être au bout du chemin. Bon. Mais je suis désolé, il faut dire les choses comme elles sont, en liberté, en vérité. Et aujourd'hui, moi je me balade tout le temps dans les banlieues, j'ai des tas de contacts. C'est une islamisation, mais qui est tellement évidente. Et alors, pardon, je suis très long, je voudrais dire une dernière chose sur le voile. Alors, peut-être qu'à Nice, je ne sais pas si vous baladez beaucoup en France, la proportion de femmes voilées maintenant prend une ampleur que les statistiques officielles nous disent. Je suis par exemple à Villejuif, où j'étais l'autre jour, à Villejuif, un élu m'a dit, aujourd'hui, les femmes qui portent le voile, alors il y a 10 ans c'était probablement 1%, aujourd'hui c'est probablement 70%. 70%. Ce ne sera jamais dans les statistiques officielles, on ne le dira pas. Et voilà, donc le voile, quand on sait ce qu'on dit justement des gens comme Tariq Ramadan a dit, le voile est notre arme pour... Voilà. Donc peut-être on pourrait donner la parole à Elisabeth. Attendez, on pourrait donner la parole à Elisabeth peut-être. Très bref, et je retourne à la régie. Hein, je suis désolé, je suis comme ça. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, si vous me permettez, moi je l'inviterai, et j'inviterai quelqu'un qui va le contredire. Parce que je l'inviterai à votre table avec quelqu'un qui va le fracasser devant tout le monde. Je filmerai ça et je le mettrai parce que ni BFM TV ne va faire ça, ni ITV ne va faire ça. Alors faites-le vous. Ça passe sympa. Mais on le met sur YouTube. On le met sur Internet. Voilà, on le met sur Internet. Moi je veux bien on peut le piéger d'une façon ou d'une autre. L'inviter pour faire, il y aura quelqu'un. Moi je suis prêt, mais il n'y a pas que moi. Et on va avec le Coran, avec ce qu'il prétend posséder, on peut l'étaler. Madame, j'ai parlé avec elle, elle maîtrise aussi. On le met entre nous, et là ça va être, il va réussir, notre ami là le filme, on le met sur Internet. Je signe votre idée. Donc l'idée c'était de donner la parole à Elisabeth Lalessa pour savoir ce qu'elle pense de ce genre de tous ces sujets-là. Je suis preneuse de tous. Il faut savoir que quand j'ai sorti mon livre, j'avais beaucoup de gens autour de moi, de différentes organisations, Riposte Laïque, Christine Tazin, Pierre Casson, tout ça, qui envoyaient justement des lettres à M. Bourdin, à d'autres présentateurs pour animer ce genre de réunion avec M. Ramadan et moi. Sauf que bon, ils ont dit que de un, les présentateurs et les animateurs ne le feraient pas et M. Ramadan ne viendrait jamais face à des contradicteurs qui ont pu éventuellement dans leur vie lire le Coran ou être en relation avec... voilà. Là où M. Janson m'a interrompu et que M. Lotfi a repris, c'est quand je vous disais justement qu'il faut cesser les ingérences, c'est pas un mot vain. Vous savez, en 2011, c'est là que j'ai été coupée, je reprends juste, en 2011, il n'y avait pas un Libyen pauvre. D'accord ? Là, vous allez voir, on est en 2016, d'ici 4 ans, il n'y aura que des Libyens pauvres qui viendront chez vous. Et ils auront raison de venir chez vous, parce que vous êtes allé mettre le why, excusez-moi l'expression, chez eux. De la même façon qu'en Iran. En Iran, qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez des photographies en 1978 de Téhéran, de Machhad, d'Ispahan, de Shiraz. Vous prenez des photographies d'Italie, Rome, Espagne, Paris. S'il n'y a pas de monument derrière, vous ne pouvez pas dire où est-ce qu'on a pris la photo. Aujourd'hui et maintenant, je rejoins ce qu'a dit mon voisin. Vous prenez des photos rue du Tapis Vert à Marseille. Vous prenez des photographies pas très loin à Courneuve, un peu plus loin que Courbevoie, entre Courbevoie et Colombes, des photographies à l'instant T 2016. Ce ne sont pas des photos que vous pouvez mettre à côté de Tunis ou la Marsa qui est très très chic. À Tunis, je connais très bien, j'ai vécu une année en Tunisie. Mais ça ressemble plus à Rawed, même pas à Tunis, d'accord? Donc vous êtes très très mal quand j'attire votre attention.
c'est qu'aujourd'hui et maintenant, en France, vous vivez quelque chose que même dans quelques pays islamiques ou d'origine musulmane, ils ne le vivent pas. Donc c'est dû à quelque chose qui se passe chez vous, ici et maintenant. Il y a des jeux d'influence de pays qui ont su soudoyer vos hommes politiques. Non, et même je vais choquer M. de Lochner en lui disant « Je n'en veux pas à Tariq Ramadan ». Moi, j'en veux à M. Sarkozy, qui, en 2008, il a créé le CFCM avec des frères musulmans à la tête, là, le frère de M. Ramadan. Le CFCM, aujourd'hui, sur le sol français, est un État dans l'État, puisqu'il va contre la Constitution, avec l'appui de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Dans leur charte, il est interdit pour tout musulman de changer de religion. Est-ce que vous savez ce mot apostasie, qu'est-ce que ça pèse dans les pays musulmans? Est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, vous avez dû entendre parler de Sophie Marceau, qui a refusé la Légion d'honneur parce qu'elle avait été donnée quelques jours ou semaines avant à un émir saoudien. Pas pour le nombre d'exécutions meurtrières. Et l'Arabie et l'Iran, c'est une honte pour moi, d'origine iranienne, de dire qu'aujourd'hui l'Iran ou l'Arabie sont des pays qui exécutent le plus au monde et dont des mineurs. Avec une amie en Iran, quand nous avons rencontré Jésus à travers un film de Zeffirelli, nous étions promises de devenir chrétiennes, mais en cachette. Parce que l'apostasie, malheureusement, dans beaucoup de pays se disant musulmans, ça se traduit par une exécution. En Iran, nous nous faisons exécuter. Mais que vous acceptiez ça sur votre sol, il n'y a pas d'exécution. Le CFCM ne dit pas. Mais sur leur charte, c'est noté noir sur blanc. Si vous souhaitez vérifier mes dires, vous pouvez le faire. Tout changement de religion pour musulmans est interdit par le Conseil du culte musulman français et l'Union des organisations islamiques. Et tout ça, c'est à l'initiative d'une personne, M. Sarkozy. Suivez mon regard. Et ils se représentent. Attendez, c'est pas encore dit, peut-être ce sera pas. À propos effectivement de futurs candidats, j'ai une question sur le général Tauzin. Il y avait une question précédente. Ah, il y a une question précédente. C'était sur la fiscalité. Voilà, donc numéro 1, voilà, un des moyens de diminuer l'état d'inconfort, de frustration, voire de violence en France, ce pourrait être obtenu par une fiscalité plus juste. Et d'un point de vue donc plus macro, qu'on soit ici ou ailleurs, on est tous plus ou moins impactés par les changements climatiques. Donc, de quelle manière prenez-vous en compte les changements climatiques et donc une transition écologique ou quoi d'autre? Alors, très brièvement, puisque je crois que nous n'avons plus que 2 ou 3 minutes, c'est ça? Et une dernière question en plus. Bon, sur la partie, je vais m'en tenir à ce moment-là, la partie environnement, puisque c'est votre deuxième question. Nous, ce que nous proposons, c'est la suspension immédiate du Grenelle de l'environnement, qui est une véritable escroquerie, qui est une somme de coûts non prouvés et qui ne rime vraiment à rien, et pour la reconstruction d'une véritable politique environnementale, mais qui mette l'homme au cœur du sujet et non pas un dérèglement climatique qui n'est absolument pas prouvé. À cet égard, d'ailleurs, je terminerai simplement en disant, vous parliez tout à l'heure du pape, dans Laudato Si, il est patent que le pape s'est trompé. Il a pris une position sur le climat qui n'est absolument pas prouvée, et je pense qu'il a eu tort parce que ça a brouillé son message. Donc sur tout ce qui est environnement, je pense qu'il faut faire extrêmement attention, et en revanche, il y a énormément de très bons experts qu'il faut mettre autour de la table et qui auront vraiment des choses à dire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien, alors je crois qu'on a une dernière question. Oui, donc il y en a encore d'autres, mais elles seront répondues par email, je pense. Donc le général Tauzin songe à une charte qui préciserait les valeurs autres que républicaines de la France, du type effectivement des racines judéo-chrétiennes, grecques. Est-ce que vous faites la promotion de cette orientation? Non, sur le général Tauzin, je pense que les valeurs de la République aujourd'hui sont les valeurs les plus galvaudées qui soient. Ça ne rime plus à rien. Personne ne sait ce que ça veut dire. Il n'y a que Manuel Valls qui fait des grands mouvements en disant liberté, égalité, fraternité, mais il n'y a pas de contenu. Donc que l'on fasse... Voilà.
Exactement, donc on reconstruise des véritables valeurs autour d'une réflexion profonde sur l'homme au cœur de tout et la société qui est au service de l'homme pour son épanouissement, ça me semble effectivement quelque chose d'intéressant. Alors il nous reste ici, je crois que nous sommes pris par le temps, à remercier énormément nos deux orateurs ici, Elisabeth Alizard et François Millot de Lochner, pour avoir tenu des propos, des réponses, avoir entretenu la contradiction et l'évolution de nos idées. Je voudrais dire que maintenant, nous sommes attendus en bas, sur la place, nous aurons un pot de l'amitié, vous êtes attendus, invités. Nous avons ici en bas aussi un certain nombre de documents. Les seules choses que nous pouvons faire, et si vous êtes intéressés, que ça continue ces débats, nous faisons appel à vous, parce que nous n'avons rien du point de vue financier. Si vous voulez soutenir nos actions, il y a des possibilités d'adhésion qui, de 15 € revient à, je crois, 6,70 € après déduction fiscale, qui est un apéro, quoi. Simple, c'est en bas, nos hôtesses d'accueil pourront vous le voir. Et d'autre part, François Millot de Lochner, sur un autre bureau, est prêt à vous dédicacer son livre. Voilà, nous vous attendons en bas, et ceux qui le souhaitent, après le pot, il y a une grande sangria qui vous attend. Nous pourrons aller dîner dans le restaurant à côté avec un menu fixe à 18 €. Et j'espère qu'on se retrouvera pour continuer les débats. Merci beaucoup à vous tous. Voilà, il faut bouger, mais ce sont des petites contributions, mais importantes. Et il faut surtout mobiliser autour de nous, il faut en parler énormément. Et il y a une lumière, on n'a pas beaucoup parlé ce soir. Là aussi, un défaut général, nous avons tous besoin de formaliser en une phrase notre idée générale, notre grande orientation. Bien. Et je l'ai fait dans ce livre, Rebâtir la France. Je crois qu'il faut que nous refondions la politique comme service de l'homme, de la famille et de la nation. Parce que c'est sa seule vocation. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous comme moi, nous sommes des électeurs, des producteurs, des consommateurs, des jouisseurs, avant d'être ou de devenir des vieux congénères tout juste pour l'euthanasie. Voilà, c'est comme ça que moi je me sens perçu par notre classe politique en général. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Vous n'avez pas le droit d'accepter. Nous n'avons pas le droit d'accepter. Nous sommes les héritiers d'une civilisation qui est fondée sur l'affirmation que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'il est appelé à devenir comme Dieu. Donc l'univers entier nous doit le respect. L'univers entier nous doit le respect. Nous devons l'exiger. Nous devons l'exiger. Et donc, rebâtir la politique comme service de l'homme, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un vain mot, c'est le retour exact à notre civilisation, au plus fondamental, si je peux dire, de nos fondamentaux. Mais ce n'est pas uniquement la politique, c'est l'économie, c'est remettre la technologie, remettre tout au service de l'homme. Et cette orientation, si vous voulez, si elle est approfondie, et si elle sert de guide à toutes les réformes que notre pays dont notre pays a besoin, elle est extrêmement forte. Ça, c'est l'idée générale. Refonder la politique et tout le reste. Comme service de l'homme. Parce que c'est nous qui sommes importants. Vous, madame, vous, monsieur, moi. C'est pas l'État lui-même. C'est pas l'entreprise. C'est nous. Là est le vrai combat politique d'aujourd'hui et de demain. Et il sera rude. Choisir son camp dans ce combat est tout sauf anodin, car il s'agit véritablement d'un combat pour l'homme et pour sa dignité, et ne pas le mener avec acharnement et déchoir. Et ce combat nous incombe à nous, hommes et femmes de ce début du XXIe siècle. Dans 20 ans, il sera peut-être trop tard. L'engrenage qui nous a conduits à cette situation dramatique. La Constitution de la Ve République veut, dans son esprit, que le chef de l'État ne réponde que devant la nation, qui est souveraine, supposée être indépendant des partis. Sa seule vocation est de servir le bien commun national. Or, depuis 40 ans, aucun de nos chefs d'État n'a été indépendant des partis. Tous, à des degrés divers, certes, sont restés sous l'influence de leur parti d'origine, auquel ils devaient leur élection.
Tous ont mené une politique partisane, parfois purement idéologique, et non une politique vraiment nationale, y compris souvent dans les affaires étrangères. Là se trouve la raison essentielle de la situation désastreuse de la France aujourd'hui. Dépendant des partis, les présidents successifs ont laissé s'installer le régime désastreux des partis. Ce régime a toujours été, pour la France, le pire des maux, car aucun parti n'a jamais eu d'autre but véritable que de conquérir et conserver le pouvoir. C'est dans la nature du parti à la française que de se servir de la France et des Français et non de les servir. Il faut cesser de regarder en arrière. Nous sommes collectivement responsables du passé. Collectivement. Oui. Pas uniquement les généraux terminés chez le Tabazor, etc. Pas uniquement cela. Vous aussi comme électeurs. Moi aussi. Nous sommes collectivement responsables. Par contre, sachant l'état de la France aujourd'hui, si nous ne faisons rien, nous sommes coupables. C'est autre chose. Coupables. Et pas uniquement devant les générations futures, devant Dieu le Père. C'est autre chose que la responsabilité. C'est la première fois que je viens. Des idées extraordinaires, c'est un type solide, mais il est bloqué complètement par les médias. Il va falloir crever le silence et le dire tout haut, parce que là, il y a un espoir, vraiment. Vous allez à faire croire au journal télévisé avec lui. Ils m'ont dit, venez, mais il faut qu'on fasse ça off. On n'enverra pas un caméraman sur place. On viendra. Vous venez dans mon bureau à 16h en interview, et vous aussi. Et le matin même, à 9h, ils me disent « Ah, on a tiré pouvoir François Gauchot, donc on ne pourra pas parler de vous. » Alors, c'est sérieux ça? Ça s'appelle de la censure par M. Estrosi ou par M. Ciotti.